Donc on a vu vraiment l'électronique tout en bas, on a vu comment ça s'intégrait dans toute la chaîne de développement et dans les différents langages qui sont à notre disposition, enfin différents panels de langage qu'on peut avoir notre disposition. Et maintenant, on va essayer de comprendre dans un système informatique quels sont les différents composants qui vont interagir les uns avec les autres pour arriver à faire un ordinateur. Donc dans ces différents composants, la première chose qu'on a, c'est de la mémoire. Une mémoire qui va permettre de stocker des données. Et on a plusieurs façons de stocker des données. Les premières, c'est des stockages qui sont persistants, c'est-à-dire que c'est des stockages où quand on va couper le courant du système, eh bien, la donnée va rester dessus. Donc ça, c'est important parce que vous n'avez pas envie de réinstaller votre Windows à chaque fois que vous démarrez l'ordinateur. C'est important que quand vous le redémarriez, il redémarre le Windows tel que vous l'aviez configuré avant. Donc des systèmes de stockage persistant, on en a plein. Bon, les disques durs que vous connaissez, mais si vous prenez un Raspberry Pi, vous pouvez utiliser une compact flash, par exemple, une SD card. Vous pouvez aussi avoir une clé USB qui sert à faire du stockage. Et puis sur les ordinateurs, au démarrage, vous avez un petit programme qui se lance toujours. D'ailleurs, c'est lui ensuite qui sait accéder au disque dur, qui s'appelle un BIOS, par exemple. Donc, en fait, tout ordinateur a un petit stockage qui est sur un composant sur la carte mère, qui est une mémoire persistante qui contient un petit programme qui est le premier truc qui va se lancer au démarrage, qui ensuite va aller chercher le reste. Ensuite, on a de la mémoire, qui est de la mémoire dynamique. Donc ça, c'est les barrettes de SDRAM que vous avez dans vos systèmes, qui peuvent faire quelques gigas. Et puis ensuite, eh ben, on a encore de la mémoire dans le processeur. Alors pourquoi on a tous ces types de mémoire et pourquoi on ne va pas directement travailler sur le disque dur? Bon, vous le savez en quelque sorte, parce que ça vous est déjà arrivé de manquer de mémoire quand vous lancez un programme et donc d'avoir votre ordinateur qui swap et donc tout se met à ramer parce qu'en fait, il sert du disque dur comme mémoire. Donc le disque dur, c'est très lent, mais l'avantage par contre, c'est qu'on peut avoir beaucoup de volume. Donc les stockages persistants sont lents, mais avec beaucoup de volume. Donc les unités, c'est plutôt du giga ou du téra, selon bien sûr le type de stockage, mais c'est cet ordre-là. Et les débits, c'est-à-dire la quantité d'informations qu'on peut sortir de ces périphériques-là, c'est de l'ordre de 1 mégaoctet à 3 gigaoctets par seconde. Alors 3 gigaoctets par seconde, ça pourrait paraître beaucoup, mais une mémoire type DRAM, aujourd'hui, ça sort entre 25 et 40 gigas par seconde. Donc vous comprenez bien que si on met un programme dans la mémoire, ça va aller beaucoup plus vite que si on le met sur le disque dur, c'est-à-dire que ça va aller 10 fois plus vite, grosso modo, dans le meilleur des cas même, c'est même beaucoup plus souvent. Et donc par conséquent, on accédera aux données plus facilement. On pourrait se dire que 40 gigas, c'est vachement bien, mais en réalité, il faut comprendre qu'un processeur, lui, il va travailler avec une vitesse qui est beaucoup plus élevée que ça. Parce qu'un processeur, il est capable d'exécuter de 3 à 6 gigas instructions par seconde, et que pour chacune de ces instructions, il peut consommer un peu de mémoire. Et du coup, on a besoin d'avoir des débits qui sont bien supérieurs. Donc on va avoir des débits au niveau des processeurs qui vont être au-delà des 200 gigas par seconde. Et donc encore une fois, vous voyez que d'un côté, on a une mémoire qui fonctionne à 40 gigas et de l'autre côté, on a un cœur de processeur qui fonctionne plutôt à 200 gigas par seconde. Si on ne veut pas que le processeur passe son temps à attendre la mémoire, il faut qu'on mette des petites mémoires très rapides à côté du processeur, ce qu'on appelle des caches. Alors, dans un processeur moderne, des caches, vous en avez trois niveaux. Un niveau qui est commun à tous les cœurs des processeurs, et puis ensuite, dans chaque cœur, vous avez encore un niveau 2 et un niveau 1. Donc les débits, sur un niveau 3, c'est 60 gigas à peu près. C'est variable en fonction des technologies, bien sûr. Le niveau 2, c'est dans les 80, et le niveau 1, c'est dans les 210. Vous voyez qu'on a des débits qui sont très importants. Ce que j'ai représenté, qui est aussi important à comprendre, c'est que sur la photo du processeur que vous avez en haut à droite, eh bien, vous voyez la partie jaune, ça correspond grosso modo à la taille réservée à l'intérieur du processeur pour les caches. Et vous voyez qu'en fait, ça représente une surface qui est à peu près la moitié, voire un peu plus, de celle du processeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les caches prennent beaucoup d'espace, donc c'est quelque part eux qui font le prix du processeur. C'est pour ça que sur des processeurs serveurs très chers, vous aurez beaucoup de cache par rapport à un processeur de PC beaucoup moins cher et donc avec moins de surface, il y a moins de cache dedans. Voilà, pour ça c'est intéressant à savoir. Pourquoi est-ce qu'on a globalement ces problématiques de cache et de mémoire? C'est parce que si vous regardez le graphe qui est en haut,
bah, vous voyez que la performance des processeurs, donc là faites attention parce que c'est une échelle logarithmique hein, sur le schéma, donc chaque ligne c'est pas linéaire, hein, chaque ligne c'est une multiplication par 10. On a donc nos processeurs qui suivent cette évolution qui du coup est exponentielle, et nos mémoires par contre, elles, qui le suit, mais beaucoup plus lentement. C'est pas du tout la même courbe. En fait, plus on avance dans le temps, plus nos processeurs sont capables de calculer vite, mais moins les mémoires sont capables de fournir les données nécessaires. Et donc, par conséquent, cet écart-là nous oblige à optimiser au maximum, donc entre autres en ajoutant des caches pour s'en sortir. L'autre élément qui est important et qui correspond à ce slide-là, vous parlez des registres, c'est qu'il n'est pas question quand on fait un calcul, par exemple une addition, soustraction, multiplication, ce genre de choses, qu'on utilise des données qui sont dans la mémoire principale. Parce que vous avez vu qu'elle va beaucoup moins vite. C'est ce que représente le graphe qui est au-dessus. Un écart important entre la vitesse du processeur et la vitesse de la mémoire. Donc, il faut que les calculs s'effectuent dans une zone mémoire qui est à l'intérieur du processeur et qui va à la même vitesse que le processeur, de façon à ce qu'on n'ait pas de perte de performance. Cette petite zone mémoire qui va à cette vitesse-là, ça s'appelle les registres. Donc les registres, c'est une petite zone mémoire qui fait à peu près 1 kilooctet, enfin ça dépend encore une fois des processeurs, mais c'est un peu l'idée, qui prend un peu de place, hein. Donc là, c'est pas du tout les mêmes générations que je vous ai zoomé, hein, mais si vous regardez un cœur, à l'intérieur d'un cœur, bah, il y aurait à peu près ce que vous voyez sur la partie en bas à droite. Bon, sauf que là, c'est un Intel 8086 première génération, hein, donc il y a 40 ans entre les deux images. Mais pour vous montrer que sur cette image-là, la partie registre, encore une fois, ça représente une partie qui est assez importante sur le processeur. Et ces registres-là, eh ben, ils ont l'intérêt de pouvoir travailler à la même vitesse que la capacité du processeur à calculer. Voilà. Donc on a besoin de cette mémoire-là. Donc pour résumer des mémoires, on a des très 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 rapides qui vont à la vitesse du processeur, qui sont les registres. Ensuite, on a des caches qui vont à peu près à la vitesse du processeur, c'est les caches L1, un petit peu moins vite les L2, encore un peu moins vite les L3. Ensuite, on passe sur la SDRAM qui, elle, a une grosse quantité, mais qui va finalement pas très vite, presque 10 fois moins vite. Et puis ensuite, bah, on arrive sur les stockages plus persistants qui, eux, vont encore 10 fois moins vite, mais qui ont l'avantage de conserver leurs données quand on les éteint. Donc ça, c'est pour les différents types de mémoire qu'on a sur un système informatique. Alors cette mémoire, c'est bien, mais il faut qu'elle nous serve à alimenter quelque chose. Donc elle va nous servir à alimenter ce qu'on appelle une Arithmetic and Logic Unit, ou UAL en français, unité arithmétique et logique, qui est finalement la partie calcul de l'ordinateur. Donc elle va être capable d'effectuer les opérations de base. Un ordinateur, à la base, ça ne sait pas effectuer grand-chose. Ça sait faire un plus, un moins, un divisé, un multiplié, un et, un ou, un non. Ça sait décaler des bits à droite ou à gauche dans un octet, enfin dans un mot. Et ça s'arrête à peu près là. Et ça, c'est le faire, en général, uniquement entre deux registres, deux opérandes. Donc c'est pour ça que vous avez en haut qu'on la représente sous forme d'un V un peu, c'est parce que vous avez deux registres en entrée, une opération entre ces deux registres, et puis le résultat qui va être envoyé dans un registre de sortie. Et vous voyez qu'on travaille sur des registres. Alors il y a des microprocesseurs de type CISC, par exemple, c'est le cas de l'Intel, historiquement parlant, qui vont avoir des jeux d'instructions qui sont assez complexes et qui vont permettre de travailler directement sur la mémoire. Mais en général, la mémoire va être chargée et ensuite le résultat va être aussi calculé puis renvoyé dans la mémoire. Ça se passe en plusieurs étapes en fait pour faire simple. Quand on est sur un risque, donc type ARM par exemple, on va toujours travailler sur des registres. Ça simplifie forcément de beaucoup le design du processeur et donc ça permet d'avoir des systèmes qui aujourd'hui sont plus efficaces, consomment moins d'énergie. Il y a un dernier élément, c'est que cette ALU, en plus de calculer un résultat, elle va calculer ce qu'on appelle des flags, drapeaux, qui vont être par exemple une retenue. Voilà, si je fais, je sais pas, 255 plus 10, ben, sur 8 bits, ça fait 10 et il y a une retenue de 1. Donc cette retenue-là, elle va aller dans des flags. On a d'autres flags qui peuvent être envoyés, comme le fait que le nombre soit négatif, comme le fait qu'on ait fait un overflow si c'est signé, comme le fait que la valeur soit 0, et ainsi de suite. Et ça, ce sera utilisé, par exemple, pour faire des conditions. Si i est inférieur à 10, en fait, on va faire une opération entre i, un registre, et la valeur 10. Et ben, en fonction de si le résultat est positif ou négatif, on saura si c'est inférieur ou si c'est supérieur. Cette carry-là, par exemple, ce flag-là, il y en a qui peuvent être réinjectés dans le calcul, comme par exemple la retenue, on peut la réinjecter à l'intérieur du calcul. Donc ça, c'est grosso modo la tête et les bras, c'est grosso modo les bras et les jambes plutôt
du microprocesseur, puisque c'est ça qui va lui permettre de faire des actions. Maintenant, on va regarder la tête du microprocesseur. Donc la tête du microprocesseur, c'est ce qu'on appelle l'unité de contrôle. Donc cette unité de contrôle, eh bien, elle va recevoir les instructions du langage machine dont on a parlé tout à l'heure. Donc ces instructions-là, elles vont rentrer dans un registre qui s'appelle le registre IR, Instruction Register. Ce registre IR, eh ben, il va savoir quelle est l'instruction à aller chercher en fonction d'un autre registre qui s'appelle le programme counter. Donc ça, c'est un pointeur qui va nous dire quelle est l'instruction à aller chercher. Donc à partir de PC, on charge une instruction de la mémoire, on la met dans le registre Instruction Register. Voilà. Et cette Instruction Register, elle va venir envoyer des ordres, enfin être interprétée par l'unité de contrôle qui va en déterminer un certain nombre d'ordres. Par exemple, l'unité de contrôle va aller dire à l'unité arithmétique et logique quelle est l'opération qu'il y a effectuée. Comme on va avoir le choix entre plusieurs registres, elle va indiquer aussi la source, la destination, quels sont les registres qui vont bien. Donc elle va envoyer des signaux électriques capables de router les informations vers l'unité arithmétique et logique, aussi bien en source qu'en destination. Si on fait des accès en mémoire, c'est aussi elle qui va piloter les accès mémoire en indiquant la bonne adresse, le bon bus à utiliser, ainsi de suite. Cette unité de contrôle, elle va être pilotée par les flags. J'en parlais tout à l'heure, par exemple, quand on a un saut. Donc, si on a un saut, eh bien, l'unité de contrôle va identifier les flags qui vont rentrer et en fonction de ça, va décider si on fait le saut, si on ne fait pas le saut. Faire un saut, c'est quoi? C'est la flèche qui est vers le haut et sur la gauche. Faire un saut, c'est aller changer l'adresse de PC, tout simplement, pour aller indiquer un nouveau endroit où aller, donc que ce soit sur une boucle, revenir au début de la boucle, ou que ce soit l'appel d'une fonction, aller à l'adresse de cet appel de fonction. Ensuite, il y a un autre élément dont on parlera un petit peu plus tard dans le cours, qui s'appelle la pile, donc qui elle aussi utilise un registre pour mémoriser où elle en est. Ce registre, c'est SP. Et cette pile, c'est une zone mémoire qui est utilisée, entre autres, pour pouvoir revenir quand on appelle une fonction. Voilà. Parce que si vous appelez une fonction qui appelle une fonction qui appelle une fonction, il faut se rappeler dans quel ordre on est rentré dans les fonctions pour revenir à chaque fois à l'appelant. Et on va utiliser la pile pour ça et pour d'autres choses. Cette unité de contrôle, elle est pilotée par un signal qui est très important. C'est le signal d'horloge. Le signal d'horloge, c'est lui qui va définir la période de chaque instruction, donc la fréquence d'exécution des instructions. Donc ce signal, c'est lui dont on parle quand on parle d'un processeur cadencé à 2 GHz ou 3 GHz, ça correspond à ce signal d'horloge. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un processeur à 1 GHz, ça veut dire que chaque instruction qu'il exécute va durer 1 nanoseconde, donc ce qui est vraiment très court. Donc vous voyez que quand on est sur 3 GHz, on a 0,3 nanosecondes, on est sur des choses qui sont vraiment très 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 rapides, et l'unité de contrôle, elle doit piloter tous ces signaux-là, donc aller chercher une nouvelle donnée en mémoire, la décoder, envoyer tous les signaux à cette vitesse-là. Et ensuite, l'ALU doit être aussi capable de calculer le résultat à cette vitesse-là. Donc c'est là où tous ces systèmes sont assez performants et impressionnants aujourd'hui. Le dernier composant qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'avant-dernier, pardon, c'est les entrées-sorties du système, puisque dans un système informatique, donc on a vu qu'on a des mémoires, on a un processeur, on a une unité de contrôle qui permet de piloter tout ça, et puis on a aussi des entrées-sorties. Ces entrées-sorties, c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec le monde extérieur. Donc dans ces entrées-sorties, par exemple, vous en connaissez la plupart. Enfin, là, je ne prends que des choses que vous connaissez. Donc vous avez par exemple les USB, vous avez du réseau comme de l'Ethernet, vous pouvez avoir un câble écran type HDMI, vous pouvez avoir des sorties son, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des entrées-sorties avec lesquelles le système va pouvoir interagir. On a aussi dans les entrées-sorties des choses que vous voyez beaucoup moins, qui sont des composants qui sont à côté du microprocesseur et qui vont avoir des fonctions particulières. Par exemple, une FPU, une Floating Point Unit, c'est une unité qui permet de calculer en virgule flottant. Une MMU, Memory Management Unit, c'est une unité qui permet de gérer la mémoire, gérer les droits d'accès. C'est à cause d'elle que vous avez des system violations quand vous écrivez en dehors d'un tableau, par exemple. Voilà. Puis il y en a d'autres que vous connaissez peut-être un peu plus. Par exemple, les GPU qui sont sur les cartes vidéo, c'est des composants qui vont venir en renfort du microprocesseur. Et donc, on va avoir, encore une fois, un système d'entrée-sortie entre le cœur du processeur et tout ça.
Donc le dernier élément qu'on va voir aujourd'hui pour terminer la session, et puis on en verra un petit peu plus pendant le TP sans doute, eh bien c'est les bus. Donc le bus va permettre d'interconnecter tout ça, puisque je vous ai dit précédemment, donc on a le processeur, la mémoire, les disques durs, les entrées-sorties. Donc il y a un certain nombre de bus qui vont permettre de relier ces choses. Les bus sont généralement assez spécialisés, même s'ils permettent de connecter plusieurs choses entre eux, mais comme les choses sont très différentes, bah, du coup, on a des bus qui sont spécifiques. Donc, par exemple, pour relier un disque dur au cœur du système, on va utiliser un bus, par exemple un bus SATA, ce que vous avez dans vos ordinateurs la plupart du temps. Pour la mémoire, on va utiliser un bus mémoire spécifique parce que là, on va vraiment être optimisé en débit, c'est très critique. Et puis, pour plein d'autres choses, on va utiliser des bus un peu plus standards, comme par exemple un bus PCI. Sur ce bus PCI, vous pouvez avoir votre carte graphique, donc du coup, vous pouvez avoir votre sortie HDMI, vous pouvez avoir une carte son, vous pouvez avoir tout un tas de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bus? Un bus, c'est simplement un paquet de fils qui sont les uns à côté des autres. Et en général, dans ce paquet de fils, on va trouver un bus d'adresse qui permet de dire à quelle adresse on veut accéder à une information. On va trouver des fils qui font porter la data, donc bus de data. Donc ça, c'est pour pouvoir envoyer quelque chose vers l'adresse qu'on a indiquée ou recevoir quelque chose de l'adresse indiquée. Et puis, bien sûr, des fils de contrôle, comme par exemple un fil qui va nous dire si on veut lire ou si on veut écrire, ou un fil qui va demander à resetter le device qui est en face. Voilà. Donc des bus, il y a des bus là plutôt parallèles dans celui que j'ai décrit. On peut avoir des bus série, par exemple l'USB c'est un bus série. Dans ce cas, on va avoir moins de fils et puis on va passer la même chose, des adresses, des données, mais plutôt les uns derrière les autres. Voilà. On parlera un petit peu de tout ça aussi par la suite. Voilà. Donc un système informatique, pour résumer un peu, bah, ça peut se représenter de cette façon-là, avec un processeur au milieu qui est finalement les bras, la tête du système, qui est relié au travers de différents bus vers des composants qui sont primordiaux pour que ça fonctionne, à savoir de la mémoire qui va être une mémoire dynamique, type DRAM, ou une mémoire persistante comme des disques durs, et puis un certain nombre d'entrées-sorties qui vont permettre d'interagir avec l'utilisateur, donc un clavier, au final un clavier, un écran, une souris, toutes ces choses-là. Voilà. La façon d'organiser tout ça, c'est ce qu'on va appeler l'architecture. Et là, je vous en parlerai dans le prochain cours. Mais on verra que selon la façon dont on relie ces éléments les uns avec les autres, on peut arriver à avoir des architectures qui sont différentes et qui vont être plus efficaces pour à une application qu'une autre application globalement.